Vous êtes encore en compagnie du service français de Radio Taïwan International, c'est François-Xavier Boulet et Meiguan, avec aujourd'hui une rencontre avec François Wu Zhizhong, l'ambassadeur taïwanais en France. Bonjour à tous, nous accueillons donc aujourd'hui l'ambassadeur François Wu Zhizhong en poste à Paris depuis juillet 2018 et qui est de passage actuellement à Taïwan. Merci de nous faire l'honneur de votre visite. Merci, avec grand plaisir. Alors, on sait que vous avez un agenda très chargé et pourtant vous prenez le temps de venir répondre à nos questions en français. Ce sera l'occasion d'aborder justement les relations entre Taïwan et la France, votre mission sur place depuis 4 ans et demi déjà, et puis aussi de commenter peut-être un petit peu la situation de Taïwan à l'échelle internationale et puis dans ce contexte géopolitique que l'on connaît aujourd'hui. J'ai été très honoré, comme je l'avais dit tout à l'heure. C'est vraiment un très grand plaisir. Et je crois aussi que ça doit être la première fois dans cette année du Lièvre que je suis interviewé. Donc je suis très content de le faire avec RTI, Radio Taïwan International. Merci beaucoup. Alors nous avons envie de commencer pour vous inviter à commenter un peu les propos récents de l'ambassadeur chinois en Union européenne qui a récemment fustigé les interactions entre l'Union européenne et Taïwan et il avait notamment accusé l'Europe de ne pas respecter son engagement concernant Taïwan et il a qualifié ce changement d'érosion des fondements, des engagements fondamentaux entre les deux parties. Et il a pris l'exemple des visites parlementaires et des responsables des institutions européennes à Taïwan. Et pourtant, ces visites ont toujours existé. Et du coup, tout à fait. Est-ce que cela signifie que la Chine se sent davantage menacée? Et qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans ces menaces? Alors, écoutez, je crois que personne menace la Chine. Qui veut attaquer la Chine? Qui veut que la Chine se déstabilise? Je n'ai jamais entendu parler de cette menace vers la Chine. Tout le monde veut une Chine prospère. Tout le monde veut travailler avec la Chine. Mais travailler ensemble, ça ne veut pas dire accepter les menaces chinoises, accepter ce système autoritaire chinois, accepter ce que la Chine est en train de faire sur les Ouïghours, sur les Tibétains, ou la façon qu'ils ont détruit la liberté et la démocratie de Hong Kong. Donc, c'est tout ça, c'est ça le problème de la Chine. Personne ne les menace, mais la Chine veut imposer des règlements de jeu qui est le résultat de leur système autoritaire et qui, pour le moment, est inacceptable pour le monde démocratique et aussi pour la plupart des pays avancés. Là, quand la Chine menace l'Europe de vouloir travailler davantage sur le plan économique avec Taïwan, il faut savoir qu'en ce moment, la Chine est en train de faire face à de nombreux problèmes économiques qu'eux-mêmes, ils n'ont jamais rencontrés depuis 1979, c'est-à-dire l'année où la Chine a commencé à s'ouvrir. Jamais la croissance économique n'a été aussi bas en 2022. Ils ont décidé de fermer leur pays, de confiner toute la population. On avait vu toutes les images. Ils ont refusé de travailler avec le monde entier. Donc l'économie de la Chine ne marche plus comme le passé. Je ne vais pas dire que ça ne marche plus, mais de toute façon, l'économie chinoise maintenant est en grande difficulté. Je cite simplement quelques exemples. Actuellement, il y a 60 millions d'appartements en Chine qui sont vides. Vous vous rendez compte? 60 millions à Taïwan, c'est même plus que la population française. Enfin, à peu près pareil. 12 000 PME ont disparu en Chine. Donc la Chine ne représente plus cette sorte de partenaire naturel ou d'espace pour les investissements étrangers qui, dans le passé, considéraient la Chine comme un paradis pour gagner de l'argent. Mais en revanche, si vous regardez Taïwan, je crois bien en 2021, la croissance économique de Taïwan avait été numéro 1 du monde. Vous vous rendez compte, je dis bien numéro 1 du monde, parce que comme Taïwan avait fait une très belle gestion du Covid-19, ce qui fait que, je me souviens bien, je crois en 2021, la croissance économique de Taïwan a atteint, je ne sais pas exactement, mais atteint 4 ou 5%, quand toute la croissance économique du monde était négative. L'année dernière, on a encore gardé une certaine croissance, c'est-à-dire l'économie taïwanaise fonctionne très très bien.
le PNB par tête de Taïwan en 2022 a dépassé celui du Japon et de la Corée. Ça ne s'est jamais arrivé, surtout le Japon. Taïwan n'a jamais été plus riche que les Japonais. Et donc, le PME par tête de Taïwan a dépassé les Japonais. Donc, l'économie de Taïwan a beaucoup progressé. Donc, je crois que c'est tout à fait normal, non simplement les Européens, mais les Américains, je crois les Canadiens veulent tous travailler avec Taïwan. La Chine ne peut pas empêcher les autres pays de travailler avec Taïwan sur le plan économique. Sur le plan économique, ce n'est pas une question diplomatique. Donc la Chine, avec le président Xi, a tout simplement pris l'habitude de menacer tous les jours les autres pays, de vouloir les forcer d'entrer dans la structure ou le cadre que la Chine veut imposer ou veut changer le monde. Et je crois que pour le moment, c'est inacceptable. Et je ne crois pas que l'Union européenne ou les autres pays, les grandes démocraties du monde, vont accepter cette menace chinoise. Et quels sont les éléments principaux, voire fondateurs, justement, de ce paradoxe de voir une visibilité croissante de Taïwan à l'échelle internationale, ouais. Et quand justement la situation économique en Chine, elle baisse. Alors ça ajoute peut-être à cette menace, entre guillemets, au moins verbale, ouais. de plusieurs représentants chinois. Mais pour Taïwan, quels sont ces éléments sur lesquels on peut s'appuyer pour continuer cette visibilité croissante et dans le cadre de la diplomatie sur lesquels vous travaillez? Alors, je crois que Taïwan maintenant a vraiment beaucoup d'atouts qui appuient très fort, qui soutiennent très fort cette montée de son image, mais aussi, il faut le dire, sur la coopération concrète entre Taïwan et le monde entier. Et je crois, en étant ambassadeur à Taïwan, déjà, la première chose, le sujet, si on parle de l'économie, je vais commencer par l'économie, après je vais revenir un peu sur la politique. Sur l'économie, il y a un sujet que tout le monde le connaît, c'est la question des semi-conducteurs. Ouais. Taïwan détient 92% des semi-conducteurs les plus sophistiqués du monde. C'est énorme, 92%. Il y a une sorte de façon de parler de Taïwan, c'est que Taïwan est devenu l'Arabie Saoudite du passé sur le plan du pétrole. C'est-à-dire, dans le passé, on avait besoin de pétrole pour développer l'économie, mais maintenant, ce sont les semi-conducteurs. Sortez vos téléphones, c'est rempli de puces. La majorité sont fabriqués à Taïwan. Apple, c'est une marque américaine, mais à l'intérieur, c'est tous taïwanais. Une voiture électrique, maintenant, il y a au moins 2000 puces là-dedans. Ils sont tous, enfin pas tous, mais une grande majorité sont fabriqués à Taïwan. Avant, une voiture pour le faire bouger, c'était le pétrole. Maintenant, pour le faire bouger, ce sont des puces de Taïwan. En plus, la grande majorité sont fabriquées à Taïwan. Donc là, il ne manque pas d'atouts pour Taïwan d'essayer d'avancer là-dessus. Donc j'entends tous les jours des sollicitations pour que Taïwan essaye de coopérer davantage sur l'industrie des semi-conducteurs, des puces avec l'Europe, avec les États-Unis, ce qui est déjà fait, avec le Japon aussi, ce qui est déjà fait. Donc là, Taïwan a beaucoup d'atouts là-dessus. L'autre chose, c'est aussi les valeurs que Taïwan insiste et partage avec l'Europe et le monde entier, des valeurs universelles. Taïwan a été considérée comme une des démocraties les plus avancées du monde, même plus avancée que la France. Bon, des fois, je me suis dit, il ne faut pas être arrogant. On dit, bon, c'est pas vraiment ce que j'ai senti, parce que pour moi, la France a quand même, c'est-à-dire c'est quand même une vieille démocratie, mais comme la France est un des centres du monde, il doit faire face à beaucoup de défis, donc vous avez beaucoup plus de problèmes à gérer. Le problème de Taïwan, c'est-à-dire si on parle de la démocratie relativement, c'est plus simple, mais ça fonctionne vraiment relativement bien. Donc ce qui fait qu'on a considéré qu'à Taïwan, notre démocratie est mûre. Donc les pays qui nous ont dépassés, c'est surtout des pays de l'Europe du Nord, qui sont plutôt des petits pays. Donc les grandes démocraties, comme vous avez beaucoup plus de défis, le classement n'est pas aussi bien que Taïwan, mais ça ne veut pas dire que moi, je ne pense pas que Taïwan fonctionne nettement mieux, mais au moins, nous fonctionnons très bien.
Il y a aussi la gestion de la santé publique, ce que j'avais dit, le Covid-19. Au début, je crois que Taïwan doit être un des très très rares pays qui n'a jamais été confiné. Il y a eu bien sûr des mesures qui limitaient nos libertés, qui limitait les déplacements, mais en général, Taïwan n'a jamais été confiné. Et donc ça aussi, je l'entends aussi tous les jours en Europe. Je dois quand même ajouter quelque chose. À la fin, je crois que l'Europe a quand même peut-être mieux changé sa politique et de s'orienter vers la politique de vivre avec le virus. Et ça, il faut être dans une société libre pour pouvoir changer comme ça. Donc moi, je pense les valeurs de la démocratie, de la liberté, ça fonctionne comme mieux qu'un système autoritaire. Il peut avoir beaucoup de faiblesses, comme à Taïwan. Hein, on entend tout le monde critiquer notre gouvernement. À Taïwan, dès que je rentre à Taïwan, je n'entends que des critiques. Mais ce sont des choses quand même qui peut-être peuvent aider le gouvernement à réfléchir et à entreprendre une bonne politique pour le bien-être de tout le monde. La dernière chose que je vais dire, ce qui a fait aussi monter beaucoup l'image de Taïwan, c'est grâce à notre présidente, Madame Tsai Ing-wen. C'est la première femme élue du monde sinophone. Elle avait fait ses études aux États-Unis, au Royaume-Uni, elle connaît bien l'Europe, les États-Unis. Elle a été conseillère dans les gouvernements précédents de Taïwan. Donc une femme intelligente, déterminée, démocratique, ça rentre très bien dans la société européenne, surtout quand je leur parle, si je compare avec la France, en leur disant, et vous savez, dans l'Assemblée nationale de Taïwan, à peu près 45% des députés femmes sont élus directement par le peuple, c'est même un taux supérieur que la France. Il dit, oh, mais c'est bien Taïwan. Donc vous voyez, dès qu'on parle de Taïwan, il n'y a que des bonnes choses qui sortent, et ce qui fait que l'image de Taïwan s'améliore jour par jour. Et justement, en termes d'image de Taïwan ou de perception que les Français ont de Taïwan, quelle évolution vous avez vécue en 4 ans et demi de présence à Paris, enfin en France en général, et comment cette image, elle évolue en dehors des clichés? Alors, quand j'étais arrivé en France, je crois Taïwan n'était pas encore si bien encadré dans la tête des Français. Il faut savoir que... je confirme. On était souvent confondu avec la Thaïlande. Oui, la Thaïlande, ça c'est vrai. Des fois, quand je parle avec eux, on commence à parler de Taïwan et on termine par la Thaïlande. Ils ont l'habitude. Mais je crois que dans leur tête, c'est encore Taïwan. Tout simplement, c'est comme c'est pas un mot qu'ils le prononcent très souvent. Donc, ils le confondent sans le savoir. Mais je ne crois pas dans leur tête, ils confondent Taïwan et la Thaïlande. Et aussi en France, je crois peut-être aussi dans les autres pays européens, l'ancien nom de Taïwan, c'était Formose. Donc avec des anciens, quand je parle de Formose, ça les rappelle beaucoup de choses. Ça les rappelle ce que, je crois, dans leur jeunesse, l'endroit, comment elle a été enseignée dans leur tête. Hein. Donc, à l'époque, il n'y a pas très longtemps, il y a 5 ans simplement, si on remonte un petit peu plus, je crois cette sorte de méconnaissance de Taïwan a été vraiment très très fort. Et je crois la raison pour laquelle, c'est que c'est encore un problème à Taïwan. Hein. Comme vous savez, le nom chinois de Taïwan est Zhonghua Minguo. Là, ça ne pose pas de problème. Mais dès qu'on parle en français, ça pose un problème. Ça devient République de Chine. Et République de Chine, je vous jure, je peux même dire peut-être jusqu'à 99,9% des gens, si on parle de la République de Chine, c'est la Chine. Mais le pouvoir précédent insiste beaucoup là-dessus. Je me souviens, quand j'étais venu, je crois, je ne sais plus quelle année, ça doit être 2010, avant le confinement. Un jour, le président chinois, M. Xi, a été en visite en Europe et était allé à Monaco, et aussi ensuite en France. Déjà, j'avais vu un article sorti en français. Le président de la République de Chine était en visite en France. Bon, si on veut être un peu... Oh, c'est bien. Notre président est en France. Et je l'avais quand même assez souvent entendu. Cette République chinoise, la République chinoise, était ici. C'est comme si on dit le président de la République française... c'est la France. Comment on peut imaginer qu'il y a une autre France? En plus,
l'autre Chine, République de Chine, c'est-à-dire la République de Chine qui est la Chine. En plus, cette République de Chine n'est pas reconnue par la France formellement. On en parle très peu. Alors, je dois dire une chose, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas un pays souverain. Je dis simplement, par décision, par intérêt de la France, vous avez décidé de ne pas reconnaître ce pays-là. Mais ça ne veut pas dire que nous ne sommes pas un pays souverain. Je dois vraiment être clair là-dessus. Donc, on était dans une sorte de méconnaissance, je ne vais pas dire totale, mais vraiment une méconnaissance de la France, de la situation à Taïwan. Alors, je crois que la deuxième chose qui a commencé à changer les choses, c'est Hong Kong. Hong Kong, quand les Chinois ont commencé à travailler avec la police hongkongaise, moi je pense que la police chinoise doit être là-dedans, travailler avec les Hongkongais pour vraiment, à l'époque, le mouvement des étudiants, tout ça, ils ont fait vraiment des répressions très violentes. Alors l'image commençait à sortir, puis on commençait à discuter de ce fameux un pays de système, Hong Kong. Et donc là, Taïwan commençait à entrer un petit peu, faire quelques comparaisons. Mais encore une fois, ce n'était pas si clair, parce que c'est Hong Kong. Oui. L'attention était portée sur Hong Kong. Mais les gens commençaient à réfléchir quelles étaient les relations, alors, comme moi je suis en France, entre la France et la Chine. Parce qu'avec Hong Kong, il y avait aussi des questions ouïghours qui se répétaient aussi. C'est-à-dire les problèmes des organes qui étaient transférés illégalement. Oui. Donc, on parlait des Ouïghours, on parlait aussi un peu du Tibet, on parlait de Hong Kong. Et puis, le virus est arrivé en 2020. Alors, au début, personne ne savait que Taïwan avait dû alerter l'OMS. Mais au fur et à mesure, quand le monde a commencé à être confiné, c'est normal que la presse française cherchait à voir mais qu'est-ce que la France va faire et quelles étaient les mesures qui ont été faites par les autres pays et qui avaient rapporté un peu, peut-être une meilleure politique. Et donc on a commencé à parler de Taïwan. Mais regardez, il y a une île très lointaine qui n'a jamais été confinée. Et donc ça sortait vraiment presque tous les jours. Et puis Taïwan d'un coup est devenu comme un paradis. Je dis... Presque un des modèles de gestion. Un modèle de gestion. Je m'étais dit, oui, c'est bien, mais peut-être la chance a commencé à tourner, est devenue du côté de Taïwan. Parce qu'on parlait vraiment de Taïwan comme un vrai modèle que la France devrait suivre. Donc ça sortait systématiquement. Il y avait des journalistes qui s'intéressaient à Taïwan, qui venaient nous voir et disaient mais parlez-nous de Taïwan. Et moi, j'étais aussi, je crois que c'était la première fois, jamais un ambassadeur de Taïwan a été auditionné au Sénat ou l'Assemblée nationale, mais je crois que ça doit être au Sénat, pour parler de notre façon de gérer la crise du Covid-19. Et là, c'était transmis en direct. Et voyez, ça, vraiment, je crois que jamais on n'avait pu entrer au Sénat, enfin, visiter, oui, pour avoir des sénateurs, oui, mais être vraiment dans une situation formelle pour parler de Taïwan, là, non, jamais. À plusieurs reprises, j'étais auditionné aussi par l'Assemblée nationale pour des questions de sécurité, tout ça. Donc, vrai, là, Taïwan, ce mot-là, commençait à entrer dans la tête des sénateurs, des députés, dans des journaux, et au fur et à mesure, ça a vraiment commencé à changer. Les gens commençaient à savoir, ah oui, il y a un Taïwan, il y a vraiment un pays qui s'appelle Taïwan qui existait. Donc ce n'est plus le cas du passé, que les gens, déjà, on ne connaissait pas trop ce pays, et puis... comme la Chine représentait un partenaire très important pour la France, donc quand la Chine disait Taïwan nous appartenait, oui, bon d'accord, on acceptait ça sans vraiment entrer ou creuser la question. On dit oui d'accord, on vous accepte parce que vous êtes notre seul ami, et puis les Taïwanais ne protestaient pas. Ou soit ils disaient aussi ils étaient chinois. Enfin, je veux dire, les Chinois, c'est la langue officielle, c'était la République de Chine. Donc là, ça a commencé à bouger, et je crois que ce qui a vraiment fait changer les choses, c'était deux événements. C'est en 2020, quand notre présidente a été réélue, il y avait plusieurs députés ou parlementaires français qui avaient envoyé des lettres pour féliciter Mme Tsai Ing-wen. Et l'ambassadeur chinois, M. Lu, d'un coup a explosé. On ne savait pas pourquoi il avait explosé. Il avait écrit, je crois, une lettre aux députés en disant que tous ces députés-là étaient... dégueulasse,
ils étaient comme des crapauds qui sautaient dans les jambes des gens qui étaient dégoûtants, mais ça faisait pas mal. Alors là, c'est l'autre côté qui a commencé à exploser. Un ambassadeur qui insulte comme ça. des parlementaires de cette façon-là, c'est vraiment inacceptable. C'était pas passé. Et le Quai d'Orsay a convoqué immédiatement M. Louchaï en disant que c'était inacceptable. Il avait aussi insulté un chercheur, Antoine Bondaz, en l'appelant petit frappe. Petite frappe, c'est vrai. Petit frappe, en chinois, c'est très mauvais. On disait Xiao Liu Mang, c'est pas Xiao Liu Mang, c'est Xiao Ta Sui. C'est pire que Xiao Liu Mang. Liu Mang, des fois, ça peut être... Voyou. Oui, voyou, ça peut être des fois positif, mais là, c'est vraiment négatif, hein, vraiment une méprise totale de la part de la Chine. Le dernier événement, bien sûr, ce sont des manœuvres militaires que la Chine avait imposées après la visite de Nancy Pelosi. Alors, je l'accepte, des fois, il y a des gens qui sont pour, qui sont contre. Nous sommes en train de parler. Qu'est-ce qui a fait monter ou faire connaître l'image de Taïwan? Eh ben, on discute, et ben, ça entre d'accord ou pas d'accord, c'est pas grave, on discute. À Taïwan maintenant, des fois, l'opinion positive ou négative, c'est pas grave, c'est la quantité des informations qui sont discutées dans les réseaux sociaux peut déterminer si cette personne va être élue. On ne tient pas compte du positif ou de négatif, de toute façon on connaît cette personne. Et donc c'est à peu près ça aussi à Taïwan. C'est le flux des médias. médias. Il y a pas mal de Français qui étaient contre la visite de Nancy Pelosi, il y avait des gens qui étaient pour, des gens qui étaient contre parce qu'ils se tenaient beaucoup à l'intérêt français, ils ne veulent pas avoir d'instabilité, donc il dit que Mme Nancy Pelosi avait provoqué la Chine. Bon, alors, de toute façon, tout le monde discutait, et d'un coup Taïwan... cette connaissance de Taïwan est montée en flèche, et je crois que c'est ça. Ce sont vraiment des événements successifs, et je crois la Chine eux-mêmes, parce que c'est un système autoritaire qui ne permettait pas des discussions, et tout le monde sait que la Chine aussi avait entrepris que ça discute. Mais tout le monde le dit, cette politique de loup guerrier, c'était vraiment des mots, des vocabulaires, des politiques qui insultaient ses partenaires. Je crois qu'il avait fait changer la situation. Et avec toute cette montée de Taïwan avec sa visibilité internationale, mais comment expliquez-vous que certains hommes politiques français ont toujours une position pro-Chine? Et comment Taïwan pourrait agir pour changer cela, en fait? Déjà, moi, je considère que ce n'est pas trop grave. On est dans une démocratie. Dans une démocratie, on ne peut jamais obtenir cette sorte de confiance. Sauf moi, je l'ai fait une fois. C'était en 2021, le vote du Sénat, 304 contre 0 pour soutenir Taïwan. Et là, il y a des gens qui disent « Mais la France est dans une dictature. » Comment une résolution peut obtenir un 304 contre 0? Ça ne peut jamais arriver dans des votes dans le Parlement français. À Taïwan, c'est pareil. Tous les sénateurs qui ont voté pour et les autres, il n'y a personne qui ont voté contre. Bon, en France, c'est vrai, il y a encore des hommes politiques qui ne sont pas d'accord avec Taïwan, mais j'arrive à comprendre pourquoi. J'avais posé la question, j'avais discuté avec beaucoup de Français, mais pourquoi ces gens-là... Maintenant, c'est sur des gens de gauche, qui sont, enfin, je vais dire, d'extrême gauche. C'est surtout... je ne vais pas citer le... on l'a entendu. On sait, oui. Mais je crois qu'il y a une pensée en France anti-américanisme et qui considère Taïwan comme vraiment, c'est-à-dire un pays sous influence américaine, et donc toutes les choses qui sont sous influence américaine en France, ils ne sont pas trop d'accord. Donc c'est aussi ça le problème. J'aime bien la gauche en France. La gauche nous soutient bien. La gauche, c'est-à-dire le Parti socialiste, tout ça, on n'a aucun problème. Ce sont des alliés de Taïwan. Mais l'extrême gauche, je crois, pour moi, l'expérience, ils refusent encore de communiquer avec nous. Et justement, comment vous pouvez essayer d'initier un dialogue ou... ça arrivera. Moi, je suis en pleine confiance. Il faut me donner le temps. J'ai déjà discuté avec la plupart des partis politiques françaises. Je pense tout simplement que j'aurais besoin du temps. Et, je ne vois pas pourquoi... parce que les gens d'extrême gauche aussi ont des valeurs, des convictions. Je crois qu'ils ne veulent même pas, des fois, ou n'ont pas le temps, ils n'ont pas eu d'occasion d'écouter comment moi, je parle à Taïwan. Parce que ces gens d'extrême gauche, je crois, c'est aussi la liberté, le développement durable, la transparence ou l'égalité. Quand ils critiquent le gouvernement, ce sont des sujets qui sont autour de toutes ces questions-là. Et Taïwan, sur ces questions-là, on est quand même... Il peut y avoir un terrain d'entente. Ouais, et on est nettement mieux que la Chine.
sur toutes ces questions de valeurs. Donc moi je pense il suffit de saisir les occasions et que moi maintenant je travaille bien sûr très fort pour pouvoir obtenir certaines occasions de pouvoir échanger avec eux. Moi je suis très très confiant que dans le futur on aura de plus en plus de soutien de la part de ces hommes politiques français, y compris ces gens qui pour le moment ne sont pas trop d'accord avec nous. Nous avons tout de même l'impression que dans les échanges des parlementaires français avec Taïwan, par exemple, j'ai l'impression que les parlementaires français préfèrent garder un profil bas, en fait. Si on compare la situation par rapport aux parlementaires américains, par exemple. Je crois que la dernière fois, une délégation sénatoriale était venue et ils n'avaient pas rencontré Tsai Ing-wen, en fait. Et on ne savait pas pourquoi. Vous êtes entré dans certains détails. Et du coup, est-ce qu'il n'y a pas une volonté de garder un certain profil bas par rapport aux autres? Non, pas du tout. Si vous regardez, vous savez, l'année dernière, la France a été le pays européen qui avait envoyé le plus de délégations parlementaires à Taïwan. C'est le pays européen qui avait le plus soutenu Taïwan. Ça veut dire qu'en 2021, Taïwan, on n'est pas confiné, mais les frontières étaient encore fermées. Mais la situation s'améliorait un petit peu. Alors je me souviens très bien, c'était au mois d'octobre, c'était la délégation sénatoriale conduite par M. Alain Richard. Ah oui. Et vous savez, c'était la première fois, c'était une mission officielle du Sénat. Parce que c'était entré dans le cadre de la diplomatie parlementaire du Sénat français, qu'eux, ils étaient venus. Après, ça a amené encore une autre mission officielle de la part du Parlement européen. Donc, c'est pas du tout profil bas. Envoyé 4 fois, et puis, première fois, c'était historique aussi, parce qu'avant ça, le Sénat venait aussi à Taïwan, mais c'était jamais une sorte de visite officielle. Là, c'était une visite officielle. Alors, pourquoi la 4e visite du Sénat, ils n'ont pas rencontré Mme Tsai Ing-wen? C'est parce que quand la France avait commencé à initier, et que ça a été une réussite de toutes ces visites, regardez à l'époque, je crois qu'il y avait au même temps 3-4 pays qui étaient venus. Et Tsai Ing-wen avait rencontré toutes les délégations. Ouais. Je peux vous dire, c'était pas eux qui ne voulaient pas rencontrer, c'était vraiment parce que Mme Tsai avait un programme trop chargé. C'était nous qui avait dit, Mme Tsai avait un programme trop chargé, et puis si vous voulez écouter dans les coulisses, c'est parce qu'en même temps, il y avait aussi une visite importante des parlementaires américains. Donc tout était au même temps, chevauché au même temps. Donc ce qui fait, nous, il faut être un peu généreux. On dit, le temps de Mme Tsai, c'est comme nous, c'est 24 heures. On les laisse un peu aux autres qui sont venus pour la première fois. Et nous, on voit, ça a été quand même très, très important. On a vu le vice-président William Lai. Et je dois vous rappeler, avant, quand les parlementaires venaient à Taïwan, on ne rencontrait pas forcément le président. Avant, souvent, on rencontrait simplement le vice-président ou le Premier ministre. C'était pas systématiquement obligatoire de rencontrer le président ou la présidente. Je crois que c'est parce que Mme Tsai a vraiment voulu travailler dans la diplomatie, dans la relation internationale de Taïwan, ce qui fait que maintenant, c'est presque systématique qu'elle rencontre tous les parlementaires. Je vous assure, je ne pense pas que les parlementaires français veut garder un profil bas. Des fois, c'est une question de temps de programme qu'il va falloir faire la gestion, parce que c'est moi-même qui avais programmé cette visite. Les parlementaires français sont vraiment des très grands amis. D'ailleurs, je vous dis encore une chose, vous savez maintenant, dans le groupe d'amitié du Sénat France-Taïwan, les sénateurs sont à l'ordre de 40. Le groupe d'amitié France-Chine, c'est aussi 40. Donc, on est aussi grand que le groupe d'amitié France-Chine. Et ce nombre a augmenté, c'était aussi une des questions, en fait. Oui, c'est a beaucoup augmenté depuis mon arrivée. Avant, jamais on avait atteint à ce niveau-là. Dans la législature précédente de l'Assemblée nationale, on était 83 ou 84, c'est énorme. Quand moi j'étais arrivé, on était seulement une vingtaine. On a augmenté d'une vingtaine jusqu'à 80. Donc, je vous assure que les relations entre Taïwan et le Parlement français sont en très bonne santé, et je crois que nous dépendons beaucoup de cette relation. Et surtout, pour Taïwan, la diplomatie parlementaire
occupe une importance extrême, parce que je reconnais, et puis je pense tout le ministère des Affaires étrangères taïwanais le reconnaît, nous on n'arrive pas à vraiment avoir un échange normal avec les décideurs politiques de l'exécutif des autres pays. Donc en passant par la diplomatie parlementaire, pour nous, c'est très important. Et d'ailleurs, moi je pense que c'est pour ça que, en revenant à la première question que vous avez posée, c'est pour ça que la Chine maintenant, ça les rend un peu fous là sur ces échanges, parce que ces échanges s'intensifient vraiment beaucoup. Et avec tous ces échanges-là, ça ramène beaucoup de relations ou de coopération très concrètes entre Taïwan et les autres pays. Et les enjeux de cette diplomatie parlementaire, justement, on le voit, c'est un grand boom au niveau des parlementaires, qu'ils soient députés ou sénateurs, qui rejoignent ces groupes d'amitié. Ouais. Et quels sont les enjeux concrets? Comment vous travaillez ces liens étroits avec les représentants, les parlementaires, en fait, en l'occurrence français, pour l'avenir aussi des relations entre la France et Taïwan, mais pour les entretenir, les approfondir aussi, que ce ne soit pas juste une diplomatie polie de façade et puis sans lendemain, en fait. Alors, naturellement, il y a beaucoup de questions. Si on n'arrive pas à avoir un ministre ou un haut décideur du gouvernement français, on peut le passer par ces parlementaires. De l'autre côté, vous ne pensez pas que grâce à Taïwan, il y a aussi, ça a renforcé le pouvoir des parlementaires français. Parce que dans votre système, le Parlement français est faible. C'est l'exécutif qui décide tout. Ce n'est pas le cas des États-Unis. Je peux vous dire, un jour, je ne veux pas vous dire qui, mais j'avais rencontré un sénateur très important, un poids lourd. Au début, quand j'étais arrivé, craignait quand même un petit peu de me voir. Mais après, la visite conduite par Alain Richard et les 4 visites, je lui avais un jour croisé dans le Sénat. Il s'est rapproché immédiatement de moi et dit « Bonjour, monsieur l'ambassadeur, comment allez-vous » Oui, je l'ai immédiatement senti, ce changement. Donc, de l'autre côté, vous savez, le renforcement de ces relations avec le Parlement français, ce n'est pas seulement l'intérêt de Taïwan, c'est l'intérêt du Sénat ou de l'Assemblée nationale française, que eux, les parlements français, aussi cherchent à trouver un moyen de les renforcer jour par jour. Et c'est précisément le cadre de Taïwan que ça les permet de renforcer, parce que l'exécutif, des fois, n'ose pas trop à toucher. En ayant peur que la Chine font des représailles, que la Chine proteste, alors là, il dit on laisse aux parlementaires, et puis là, les Chinois, même il dit quelque chose, mais on a les épaules ou la force de résister à tous ces menaces chinoises. Écoutez, ces gens-là représentent le peuple français. Comment vous voulez que nous, l'exécutif, s'oppose à la volonté du peuple français? Et c'est aussi l'explication qui a été donnée pendant la vie de Nancy Pelosi, en disant Nancy Pelosi, c'est pas le président américain. C'est une députée, enfin, je veux dire, oui, plus haut, c'est le speaker, bien sûr, mais elle représente le peuple américain pour venir. Donc là, on n'a aucun moyen de s'y opposer. Donc moi, je pense c'est un intérêt, et d'ailleurs, Nancy Pelosi, du coup, aussi est devenue très connue dans le monde. Tout le monde sait qui est Nancy Pelosi. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui le savent, mais je ne pense pas que tout le monde le connaît. Donc je vous dis, la visite de Nancy Pelosi a fait de Nancy Pelosi une personnage mondial. Ça aide aussi à la visibilité. Voilà, donc en travaillant avec Taïwan, ça aide aussi la visibilité de tous ces gens-là qui veulent travailler avec nous. Et puis il n'y a aucun problème, ce n'est pas des questions de terrorisme ou d'immigration. On travaille pour des valeurs universelles, pour le développement durable. Donc la cause est juste. Donc je crois que c'est ça le côté très positif de ce qu'on est en train de faire avec Taïwan, ce qui fait que tout le monde a de moins en moins de peur. Et l'image de Taïwan continue à progresser, parce que plus il y a des protestes chinois, plus ça fait discuter, ça crée des débats. Et quand on crée des débats, enfin, franchement, je ne sais pas comment le monde démocratique peut s'opposer. Quand vous vous y opposez, c'est vraiment « Ah, mais la Chine va prendre des représailles ». Mais là, c'est la force négative. C'est parce qu'on a peur. On est en train d'être amis. On traverse sur le côté positif, et ce qui menace, c'est le côté négatif. Et quand le débat entre dans la tête de tous les Français, tout le monde, je vous assure, c'est nous qui gagnons à chaque fois. Donc, je pense que les Chinois n'arrivent pas à apprendre. Le problème de la Chine, c'est qu'eux, ils ne connaissent pas une vraie démocratie. C'est que dans une démocratie, il y a toujours des débats. Que c'est toujours permis d'avoir des positions différentes, et puis on débat, et puis la vérité peut sortir. Tandis qu'en Chine ou en Corée du Nord, on ne peut jamais débattre.
Donc, ils ne sont pas habitués, ils n'arrivent pas à comprendre. Donc, à chaque fois, il ne peut que menacer. Et quand ça menace, ça crée un effet inverse. oui, et contraire. Regardez ce qui se passe maintenant dans les environs de la Chine. Ceux qui l'ont plus peur, moi je pense, sur le plan de sécurité, c'est un Japon qui redevient une puissance militaire. Mais le Japon est en train de revenir. C'est grâce à la Chine que le Japon est en train de se remilitariser. La Corée, c'est pareil. Les Américains sont revenus. Les Européens ont disparu depuis longtemps, depuis que, je veux dire, à la fin, les puissants, on vous critique toujours que vous êtes des colonisateurs européens, donc par conscience, vous êtes partis. Maintenant, bienvenue, vous êtes revenus. Les Français, les Anglais, même les Allemands. Les Allemands, l'année dernière, ils ont envoyé des avions militaires ou même des frégates. Je crois qu'il y avait une frégate qui est venue. Et ça faisait déjà 20 ans que l'armée allemande n'était plus revenue ici. Donc, vous voyez, les Chinois sont en train de faire tout ce qui est contraire à ce qu'ils souhaitent. Voilà donc pour la première partie de notre entretien avec François Wu Juchong, ambassadeur taïwanais représentant de Taïwan en France, qui nous a fait l'honneur de sa visite récemment au studio de RTI. Et on vous invite à découvrir la suite de notre rencontre avec François Wu lundi prochain pour un volet consacré plus sur les relations bilatérales et sa mission en tant que représentant de Taïwan en France. Merci à tous de nous avoir écoutés. Rendez-vous donc lundi prochain pour la suite de notre rencontre avec l'ambassadeur taïwanais en France. C'était François-Xavier Boulet et Mei Guang pour RTI.